Ça sent la laine mouillée, la cendre et l'eau stagnante près de la rive, où on fait la lessive. De lourdes toiles se balancent sur des cordes affaissées, et les conversations s'enlisent comme de la vase dans les bas-fonds. Dans la maison, au volet clos d'en face, on allume des bougies le soir. Les adultes arrivent séparément, repartent tard, et la cour reste propre, comme si on n'y cuisinait pas, mais seulement priait et jeûnait. Ces détails constituent la première page de la dénonciation. L'odeur de l'huile et des herbes, la porte fermée, la longue lumière à la fenêtre. La vie quotidienne se transforme en preuve, comme des chiffons mouillés que l'on plie dans un panier. Bonjour. Merci d'avoir inclus cette histoire. Veuillez indiquer dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous la regardez. Et je vous souhaite une écoute calme mais attentive. Suivra ensuite une chronique sur la façon dont les chuchotements des voisins se heurtent au papier et les mythes au statut. Le greffier, habitué aux mesures et aux inventaires, commence le rituel de la communication. Il note que les plaignants sont des citoyens adultes, mentionne séparément le métier de teinturier, dont le nez, habitué aux acides et aux colorants, aurait détecté une odeur inappropriée. Il est noté que des voyageurs adultes vêtus de vêtements sombres sont entrés dans la maison, qu'ils se sont rassemblés autour de la table sans manger de nourriture grasse et qu'ils sont partis tard. Dans les marges apparaissent des formules familières: tentation, repas mixte, réunion nocturne. Tout cela ressemble à un inventaire. Pain, eau, oignons, herbes séchées, bougies, bancs. Le papier n'a pas encore vu les corps, mais il les retient déjà avec des ceintures de mots. Si l'on met de côté les récits poussiéreux, on trouve sur la table des textes autrefois recopiés par des clercs et conservés dans des coffres d'église. Des sermons sur l'abstinence, des prescriptions de jeûne, le refus des serments, des rappels de ne pas verser de sang, de ne pas toucher à la viande, de ne pas se marier après avoir reçu la dernière bénédiction. On trouve des descriptions de l'imposition des mains, geste de réconfort et d'acceptation, et non prétexte à l'intimité. Il y est question de maîtrise de soi. Le corps est déclaré prison, qu'il faut alléger par le pain des pauvres, l'eau, des vêtements simples et le travail, afin de ne pas resserrer le nœud des attachements. Ces pages sont dépourvues de liberté érotique. Elles sont empreintes d'une discipline aussi sèche qu'une liste de sanctions. Elles montrent clairement que la doctrine ne repose pas sur l'encouragement de la chair, mais sur son contrôle dépréciatif. La ville vit selon des lois où le mariage est une assurance d'héritage et la dot, le soutien de l'étal et de l'atelier. Le refus du lit conjugal après la bénédiction coupe les racines de la comptabilité familiale habituelle. Que faire des calculs des aînés si l'ascèse volontaire rompt l'accord entre les familles sur lequel reposent les biens, l'artisanat et les reconnaissances de dettes?
C'est là que se prépare la première fissure. Dans le langage du pouvoir, il est plus commode de parler de débauche que d'économie des contrats matrimoniaux. Il est plus facile pour les gardes et les paroissiens de se mobiliser contre la débauche que contre une éthique alternative qui dévalorise la chair en tant que mécanisme d'héritage. Ainsi, les procès-verbaux commencent à regorger d'expressions telles que indécence, alors que l'inventaire des objets saisis ne mentionne que des tissus grossiers, de la vaisselle simple, des herbes et du pain. Parallèlement, des ordonnances sur la vie quotidienne sont mises en place. Les autorités imposent la séparation des bains publics, introduisent des amendes pour les coupes libres, mesurent la profondeur des décolletés et la largeur des manches, comme si une couture pouvait protéger la ville contre les égarements. Les guildes soutiennent cette mesure. Les maîtres du lin obtiennent l'interdiction des manches bouffantes. Les tailleurs scellent des plis superflus. Les marchands constatent une augmentation de la demande pour des tissus modestes. L'économie du corps se met en mouvement. La peur se transforme en monnaie, la monnaie en nouvelle mission de surveillance, et la surveillance en confirmation de la peur. Tout écart par rapport à la norme quotidienne peut être déclaré comme un pas vers le vice, et toute rumeur peut être un prétexte pour rédiger une nouvelle contravention. Si l'on consulte les registres du Trésor, on constate que la machine punitive est lubrifiée à l'avance. Dès qu'un propriétaire mature apparaît dans le dossier, un inventaire préliminaire est préparé. Un coffre, 2 poêles, une marmite, une pelote de corde, un sac de céréales, des outils artisanaux, parfois un cheval. La confiscation est divisée en parts. Une partie revient aux autorités, une autre à la trésorerie de l'Église, une autre encore au fonctionnement des prisons et des gardes. Les voisins regardent comment on appose des scellés sur les portes, comment on inscrit le linge et les toiles sur la liste. Dans l'esprit de certains, un calcul simple s'impose. Une accusation justifiée rapporte de l'argent. À ce moment-là, le mythe sexualisé cesse d'être une simple histoire collante racontée au bord de l'eau et devient un budget dans lequel chaque pièce trouve sa place. Pendant ce temps, d'autres fils se tissent dans les archives. Dans les listes des luxes interdits, à côté des articles de couture en or, figurent les cols audacieux et les manches trop volumineuses, de la même catégorie que les rencontres inconvenantes après le coucher du soleil. Les règlements des bains publics prescrivent aux surveillants de veiller à ce qu'il n'y ait pas de mélange des sexes et de sanctionner ceux qui s'attardent plus longtemps que prévu. Ces documents ne traitent pas de hérésie, mais ils créent une salle, des miroirs, où toute réunion d'adultes peut facilement être qualifiée de dangereuse. Lorsque l'ascèse volontaire, le refus des aliments gras et du lit conjugal font leur apparition dans cette pièce,
Le miroir est tourné de manière à refléter une débauche qui n'existe pas dans l'original. Les chuchotements des voisins, quant à eux, sont patients. Il est facile de vivre avec eux, car ils n'exigent pas de fait. L'odeur de l'huile et des herbes, la lumière à la fenêtre, les rideaux tirés leur suffisent. Ils occupent volontiers les places vides dans le protocole, comme l'eau remplit un nid de poule. Dans le registre des apparitions, on voit des colonnes régulières, qui a nourri le voyageur avec une soupe maigre, qui lui a donné le gîte, qui a conservé chez lui la feuille recopiée sur le jeûne et l'abstinence. Dans la colonne âge, on inscrit soigneusement les hommes et les femmes mûrs, afin que personne ne conteste les limites de la responsabilité. À côté, on trouve des notes laconiques sur la participation à l'imposition des mains et le renoncement volontaire au mariage après la bénédiction. Et pourtant, au verso de la feuille, comme un filigrane, la rhétorique habituelle de la tentation continue d'apparaître. Le fossé entre les récits obscènes et la sécheresse des statues est particulièrement visible si l'on examine le langage des punitions. Il ne s'agit pas de sentiments, mais de la durée de la position à genoux, du nombre de jours passés en haillons, de l'eau froide sur les marches, des entraves aux chevilles qui irritent la peau jusqu'à la faire craquer. La douleur physique est ici administrative. Elle se mesure en durée, en météo et en rugosité du bois. Personne n'a besoin de prouver une scène au lit quand on peut montrer une discipline publique où le corps apprend à se soumettre à l'ordre jusqu'à ce qu'il passe d'argument à signe. À cause de cette optique administrative, l'abstinence semble provocante. Là où la ville a besoin de corps pour les registres de mariage, les héritages, le paiement des taxes et le travail artisanal, le renoncement volontaire au lit après la bénédiction ressemble à du sabotage. Il est plus facile d'appeler cette abstinence débauche généralisée et de la faire craindre que d'en comprendre la théologie. C'est ainsi que se forme le premier revirement préparé. La sexualisation sert d'écran derrière lequel il est facile de cacher l'économie des confiscations et la discipline de la vie urbaine. Le deuxième tournant prend déjà de l'ampleur dans les ordonnances, où la peur de la corporéité est transformée en une règle de contrôle universelle. Les bains, les vêtements, les festins, les rencontres nocturnes et même la durée du silence derrière une porte fermée y sont soumis. Le troisième tournant se prépare dans les bureaux d'état civil, où il apparaît que l'ascèse et la pureté bouleversent les calculs habituels entre les foyers et constituent donc une menace politique, masquée par le mot « vice ». Le soir venu, les rives s'apaisent. Mais dans les rues étroites, on entend mieux le bruissement du papier sous les doigts des scribes. Ils vérifient les formules comme une couturière vérifie ses pointes de couture, compare les listes d'invités, les heures des repas, les itinéraires des voyageurs. Dans les cellules humides, ils avalent de l'eau froide, passent des journées sans nourriture grasse.
se figent dans leurs entraves. Ce n'est pas une torture secrète, mais une administration de la faiblesse, dans laquelle l'homme commence à accepter la réécriture de sa propre vie par autrui. Dans les inventaires des biens, on ajoute des sacs de céréales, des outils, des pelotes de fil, tout ce qui peut être distribué, vendu, redistribué. Sur les places, on assemble déjà des échelles et on empile du bois. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une image du futur. Entre celui-ci et le silence actuel se trouve l'épaisseur vitreuse du mythe, dans laquelle se reflètent les rideaux, la lampe et les silhouettes sombres des adultes venus chercher réconfort et jeûne. Les mains tendent vers le mythe, tandis que les doigts, habitués à compter, tendent vers le document. Dans les lettres échangées entre les chancelleries, on décrit les jours de grâce. On propose aux adultes de la ville de venir se repentir de leurs liens avec les prédicateurs interdits, de rendre les feuilles recopiées et d'indiquer qui a passé la nuit chez qui. Les colonnes sont remplies de manière monotone, comme s'il s'agissait d'un inventaire. Pain, herbe, bougies, bancs, chemises fines, vaisselle simple. Au verso de ces mêmes feuilles, on retrouve les formules familières de séduction et de confusion des sexes, bien que les descriptions de la vie quotidienne ne mentionnent que le jeûne et l'exiguïté. Le papier, chargé de veiller aux mœurs, cultive lui-même la suspicion, comme le malt dans un cellier sombre. Il suffit de la chaleur de l'irritation publique et de l'humidité des rumeurs pour qu'au soir, une fine pousse d'accusation éclate. La routine urbaine se transforme en réseau. Les gardes font le tour des bains publics, où le surveillant est tenu, conformément au règlement, de veiller à la séparation des bains et de verbaliser ceux qui s'attardent plus longtemps que prévu. Les Tyler imposent net les mesures de la guilde. La largeur des manches et la profondeur des décolletés font désormais également l'objet d'une surveillance. Sur les marchés, on mesure les coupons de lin pour une coupe modeste. Dans les tavernes, on vérifie qu'il n'y a pas de trop de festins nocturnes. Il n'y a pas de passion particulière dans ces mouvements. Seulement une discipline conçue de telle sorte que toute soirée entre deux adultes dans une même pièce soit considérée comme une menace. La doctrine de l'ascèse, selon laquelle le corps doit être maîtrisé par le jeûne et le travail, semble non seulement étrange, mais aussi subversive dans un tel système. Elle ne s'inscrit pas dans l'économie de la dot, des contrats et de l'héritage, qui exigent des corps intégrés dans le cercle du mariage et des obligations. Pendant ce temps, dans les cellules humides, dont les murs sont recouverts d'une couche blanchâtre, un autre compte est tenu. Là, on ne mesure pas le tissu, mais la volonté. Les adultes accusés sont privés de nourriture grasse, ne reçoivent que de l'eau froide et du pain, et doivent rester debout dans des ceps pendant de longues heures.
la peau de leurs chevilles se fissure, leurs doigts s'engourdissent à force d'immobilité, leurs articulations les font souffrir la nuit, lorsque l'air humide se pose sur leurs os comme un lourd voile. Il ne s'agit pas d'une torture secrète visant à obtenir des aveux, mais d'une technique administrative d'affaiblissement. Lorsqu'une personne est fatiguée, elle accepte plus facilement la version d'autrui sur sa propre vie. Elle confirme avoir nourri les parfaits, avoir écouté les enseignements sur le jeûne, avoir assisté à l'imposition des mains. Là où le papier manque de débauche, il attribue la tentation, car l'une se traduit plus facilement en amende et en estimation que l'autre en analyse de textes et de dogmes. De l'autre côté de la place, dans la salle de la bibliothèque près du chapitre, une gardienne adulte des manuscrits remanie les feuilles et tient sa propre comptabilité. Elle compare les formules accusatoires avec les listes ecclésiastiques d'interdiction de danse et de chants nocturnes. Voit comment les clichés migrent des mémos pour les prédicateurs vers les procès-verbaux du tribunal. Elle remarque que le baiser de paix dans les traités sur la reconnaissance mutuelle se transforme en occasion de séduction dans les registres ultérieurs et que la stricte abstinence est rebaptisée hypocrisie. Personne n'a encore besoin de ces notes. La ville est occupée à préparer le spectacle. Mais c'est là qu'apparaît un autre rebondissement qui prendra toute son importance plus tard. On découvre que la version sexualisée de l'hérésie repose sur un copier-coller et non sur des preuves matérielles, sur du calque et non sur des preuves corporelles. Les rumeurs ont besoin d'un détail diabolique et elles le trouvent dans les histoires effrayantes de jeûnes volontaires jusqu'à la mort. Les pamphlets décrivent les purs qui se seraient soi-disant conduits à la mort en refusant de s'alimenter. Dans les procès-verbaux, cela est transformé en preuve indirecte de mépris du mariage et de la chair. En réalité, les registres municipaux des décès mentionnent des choses simples, des maladies pulmonaires, de la fièvre, des accès de toux hivernaux, l'épuisement de ceux qui mangeaient déjà peu. Dans ces conditions, le jeûne prescrit par la doctrine devient non pas un théâtre de cruauté, mais une forme sévère de contrôle de soi, parfois dangereuse, mais pas érotique. Ici encore, c'est le mythe contre le papier. L'histoire effrayante n'est pas née dans les statuts des parfaits, mais dans la polémique, où il est plus facile de présenter l'adversaire comme un fanatique autodestructeur que de contester sa logique de refus. Pendant ce temps, les chancelleries font leur travail sans hésitation. Dans le livre du Trésor, les futures confiscations sont réparties à l'avance. Coffres, chaudrons, écheveaux de fil, sacs de céréales, outils artisanaux, parfois du bétail. Le trésorier note les parts, celle qui revient à la ville, celle qui revient à l'Église, celle qui revient à l'entretien de la garde.
La commande de toile pour les tuniques des pénitents déclenche un cycle commercial supplémentaire. Les tonneliers et les charpentiers sont payés pour les échafaudages et les barrières. Les rouages de l'économie tournent régulièrement. Et c'est là la froide vérité des punitions. Là où les descriptions des fautes sont vagues. Les estimations et les relevés sont précis. La peur est utile, comme la petite monnaie qui remplit le porte-monnaie. À l'approche du jour de l'ordre, les représentants de la capitale du royaume envoient un rappel indiquant que le pouvoir soutient les actions des juges ecclésiastiques. Pour la ville, cela signifie que les débats sur les subtilités doctrinales ne sont plus nécessaires. La loyauté administrative suffit. Les anciens des ateliers comprennent le message et avancent les réunions à 1 heure plus matinale, afin d'avoir le temps d'être présents sur la place. Les ecclésiastiques préparent les formules de repentance. Les pompiers vérifient que le bois est bien sec. Le surveillant lit la liste des noms des adultes à qui l'on attribue une tunique et des cales, et à qui l'on attribue le feu. La diversité des peines est calculée de manière à ce que l'échelle des punitions exemplaires évite toute question supplémentaire. Mais juste avant le spectacle, un autre dossier fait surface, et c'est un nouveau rebondissement. Il contient les actes notariés des mariages et des dots de ceux qui fréquentaient les purs. Les contrats mentionnent des conjoints adultes, des obligations d'entretien, des montants précis et des listes de biens. Il s'avère que pour de nombreux adeptes de l'ascèse, les actes de mariage restaient en vigueur. Ils vivaient dans 2 mondes à la fois, celui de la comptabilité mondaine et celui de la rigueur religieuse. Cela détruit l'image commode des débauchés qui ont détruit les familles. Les documents montrent que les familles et les biens ont été préservés et que les gens se réunissaient pour prier, jeûner et se réconforter dans les épreuves. Le document qui faisait des ennemis de ceux qui entraient dans le lit sans être mariés se heurte soudain à un autre document où les mêmes noms sont soigneusement inscrits dans les liens du mariage et du devoir. Le mythe administratif se fissure dans la dalle administrative elle-même. La foule n'en sait rien. Pour elle, ce qui compte, c'est la chair mise en ordre et la fumée qui promet un nettoyage rapide. Les gens veulent être sûrs qu'ils ne feront plus l'objet de contrôle simplement parce que leurs fenêtres sont couvertes de rideaux. Ils croient que le feu enlèvera la couche collante des rumeurs qui recouvrent la ville. Mais le feu qu'ils s'apprêtent à allumer se nourrit davantage de papier sec que de bûches. Il est attisé par des références à la tentation, au repas dangereux, au mélange des sexes, alors que les inventaires ne mentionnent qu'une table frugale et des tissus grossiers. Les femmes adultes en tunique ont du mal à rester debout à cause du froid. Les hommes adultes remuent leurs doigts engourdis. Certains ont les lèvres gercées
du sang coule par gouttes, et le vent les dessèche jusqu'à leur faire mal. C'est le prix à payer pour les habitants de la ville en échange d'un sentiment de sécurité. Pendant ce temps, la conservatrice des manuscrits fait ce qu'elle sait faire. Elle établit des parallèles entre les statuts et les procès-verbaux, rassemble les extraits dans un dossier séparé. Ses notes sont sèches, sans émotion. Elle note où le mot « abstinence » devient « hypocrisie » où « baiser de paix » est annoté en rouge, indécent, ou interdiction de la viande est déplacé dans la colonne repas étrange. Elle n'est pas en mesure d'annuler les condamnations, mais elle est capable de créer une carte du mensonge qui montrera comment on fabrique un hérétique. Ce n'est pas encore la fin, mais la préparation à celle-ci. Le moment venu, la ville verra non seulement l'endroit où brûlaient les bûchers, mais aussi la table où leur logique a été forgée. La dernière nuit, avant l'exécution publique des sentences, le courant d'air s'intensifie dans la prison. Certains des adultes accusés s'endorment assis, d'autres prient en silence, d'autres encore regardent le mur. Au même moment, sur la place, on vérifie les barrières, on resserre les cordes, dans les boutiques, on termine de couper les tissus grossiers qui serviront à confectionner les tuniques des repentis. Il n'y a rien d'héroïque dans tout cela, seulement de la fatigue, des eaux gelées et le murmure silencieux de l'attente. La ville respire calmement, comme le grand soufflet du forgeron avant le coup de marteau. Le matin, tout cela deviendra action, mais pour l'instant, il n'y a qu'un silence de verre dans lequel on peut entendre l'essentiel. L'ascèse inscrite dans les statuts et la débauche déclarée dans les procès-verbaux ne coïncident pas. Entre les deux se trouve une couche de peur, d'argent et d'habitude. Et c'est précisément cette couche qui est actuellement préparée à être incendiée afin d'être déclarée purifiée. Le matin, lorsque les cloches sonnent l'heure et que l'air est encore chargé de l'humidité nocturne, une chaîne de corps vêtue de tuniques de pénitents se met en mouvement. Les femmes adultes marchent devant, les hommes adultes suivent. La plupart ont les lèvres gercées et les doigts gris comme de la cendre. Sur la place, tout fonctionne comme dans un atelier. Les pompiers vérifient l'empilement du bois. Le surveillant note les noms. Le trésorier tient dans sa main la liste des confiscations. Les regards de la foule glissent sur les corps comme sur un comptoir où les objets sont exposés à l'inspection. Les cerises dans le bac de la marchande semblent superflues. Leur douceur n'est pas à sa place. Au coin de la rue se trouve une charrette chargée de toiles qui ont servi à coudre des tuniques supplémentaires pendant la nuit. Tout est prêt pour une démonstration rapide de l'ordre. Le papier qui a mené l'accusation ordonne maintenant au corps de montrer ce qu'est la discipline. Le froid, le poids du fer, la station debout prolongée, la fumée âcre, la scène est ordonnée comme un livre de comptabilité.
Vers midi, le mouvement ralentit et il devient évident que ceux qui sont condamnés au feu et au fer ont des pas plus courts que les autres. Le vent froid s'engouffre sous les vêtements, brûle les gerçures sur les lèvres. L'odeur de la résine, du bois chaud et de la cendre se mélange en une seule couche lourde. La foule commence à respirer à l'unisson, comme le soufflet d'une forge. Son désir est simple: que la ville redevienne comme avant, sans soupçon à cause d'une bougie derrière un rideau. Mais la ville d'avant n'existe plus. Elle a appris à lire les corps comme des pancartes. Même l'abstinence est désormais passible de poursuites judiciaires, car elle ne correspond pas à la rubrique obligation conjugale. C'est pourquoi l'exigence de pureté ressemble à une demande adressée au bourreau de mettre de l'ordre à la place d'un avocat. Et le bourreau est un artisan méticuleux. Il travaille selon un règlement qui précise l'épaisseur des cordes, la hauteur de l'échafaud, l'ordre de pose, la durée d'attente. De l'autre côté de la place, les représentants des corporations font leur apparition. Ils doivent être présents. C'est ce que prescrivent les statuts. Leur intérêt est matériel et public. Ils observent comment le dernier détail du doute tombe de la machine administrative et comment la peur prend une forme visible. Au même moment, dans le livre de comptes, on note les ventes futures des biens saisis: chaudières, tissus, outils, sacs de céréales. Une ligne distincte est consacrée à la part destinée à l'entretien des gardes. Les voisins, habitués à une comptabilité rigoureuse, comprennent que ce qui semble être un drame religieux entraîne en réalité le marché. L'indifférence à la dogmatique s'ajoute à la lâcheté. Il devient plus pratique de se taire pour ne pas se retrouver sur la prochaine liste de confiscation. La fin de la journée semble affairée, sans extase. Les ceps grincent, les tuniques sont enfilées, les échelles appuyées contre les plateformes sont attachées par des nœuds de sécurité. Les adultes accusés se tiennent comme ils peuvent. Sous la tunique d'une femme, on aperçoit des sous-vêtements en toile grossière sur son poignet, une marque bleue laissée par une corde. Les doigts d'un homme sont comme du bois dans l'air glacial. Ce n'est pas un spectacle sanglant. Ici, la souffrance prend la forme de la durée et du froid. Lorsque le premier bûcher s'embrase, le bruit de la foule se divise en deux vagues. La moitié observe le feu, l'autre moitié observe le trésorier, qui, sans lever les yeux, prend des notes. Son indifférence est la métaphore la plus juste de cette journée. La ville a besoin d'un ordre qui puisse être quantifié. Une fois la fumée dissipée, il ne reste sur la place que des traces, un cercle carbonisé, des cendres chaudes, des empreintes de semelles précipitées. Mais la véritable trace reste sur le papier. Les greffiers ferment leurs cahiers, le trésorier transfère l'inventaire dans le livre des ventes. Les gardes reçoivent un reçu d'exécution. Le soir, dans les boutiques, on discute moins de ce qui s'est passé
que de ce qui va se passer. Où et quand commenceront les enchères des biens saisis? Qui obtiendra les meilleures chaudières? Combien le commerçant gagnera s'il achète des bobines de fil à bas prix? Cette conversation ne reflète pas la joie pieuse de la purification, mais un intérêt froid pour les profits futurs. Et c'est là le résultat le plus cynique. La purification des mœurs se confond avec la vente des biens. Mais le mythe ne se calme pas. Il a besoin d'être confirmé, et on l'invente à nouveau. Dans les récits du soir, on entend déjà les formules familières. On parle de salutations étranges, de chants nocturnes, de tentations lors de l'imposition des mains. Ces mots ne sont pas étayés par de nouvelles découvertes, mais ils fonctionnent comme une mélodie familière. Ils sont faciles à répéter. Ils donnent un sentiment de connaissance. Sur la vieille place, où des marchandes de légumes sont assises près de la fontaine, une balle de jeu d'enfant roule sur la pierre. Mais elle n'intéresse personne. Les femmes adultes disposent avec des gestes familiers les oignons et l'ail sur les étals et discutent non pas du feu, mais du local libéré qui est apparu chez les voisins. Depuis peu, la morale et le marché cohabitent dans une même phrase, et les gens ne remarquent plus l'odeur qu'ils dégagent les uns des autres. Pendant ce temps, dans la bibliothèque capitulaire, le silence ne fait pas plus de bruit qu'une souris. La conservatrice des manuscrits sort un recueil contenant des extraits de statuts sur le jeûne, des fragments de traités sur l'abstinence, des notes sur le baiser de la paix, des copies d'ordonnances municipales sur les bains et les vêtements, ainsi que des formulaires vierges avec des lignes préremplies sur la tentation. Dans une même ligne se trouvent des phrases qui n'auraient jamais dû être côte à côte. On voit ainsi comment la rhétorique de l'accusation a migré d'un genre à l'autre. Des mises en garde des prédicateurs au registre de police, des mémos destinés aux pasteurs au registre des greffes judiciaires. Cet ensemble ressemble au schéma d'une machine-outil. On voit clairement où se trouvent l'arbre, la courroie et le volant. On comprend alors le mécanisme qui visait non pas à prouver la débauche, mais à élaborer une forme unifiée pour la peur. Pendant qu'elle dispose les feuilles, les registres notariés des mariages et des dots de ceux qui fréquentaient les purs tombent dans l'autre plateau de la balance. Ils contiennent des montants précis, des listes de vaisselle, de tissus, d'outils, les obligations du conjoint adulte en matière d'entretien et de dette. Il s'avère que beaucoup de ceux qui ont été déclarés ayant enfreint l'ordre familial vivaient selon toutes les normes du droit urbain. Ils avaient des contrats, des garants, payant leur place dans les rangs de la guilde. Ils ne détruisaient pas le système de l'intérieur. Ils restaient fidèles à leur ascèse en son sein. Dans le langage des documents, cela signifie une chose simple. L'accusation reposait sur la rhétorique et non sur des faits concrets. Il s'agit là d'un nouveau rebondissement, invisible pour la foule,
mais évident pour ceux qui examinent les tableaux. S'ensuit alors une réaction en chaîne aux conséquences moins visibles. Les ateliers, qui espéraient tirer profit de la vente des saisies, connaissent un bref essor, suivi d'un retour au calme. Les articles se vendent rapidement, le marché est saturé, et quelques semaines plus tard, les magasins sont vides, car les clients ont peur d'acheter au vu et au su de tous. Dans les bains publics, où le surveillant veille avec une nouvelle rigueur à la séparation et à la durée du séjour, la fréquentation baisse. Des cloisons supplémentaires sont installées, mais cela ne renforce pas la confiance. Les gens sont fatigués de la suspicion et préfèrent se laver chez eux, dans des bassines. Les tailleurs notent que la demande pour des coupes modestes s'est stabilisée, mais que le plaisir de la couture a disparu. Lorsque chaque couture est une preuve de décence, le tissu cesse d'être une source de joie et devient seulement un passe-droit. La garde fait encore des rondes dans les rues nocturnes et, par habitude, s'arrête devant les maisons où la lumière est allumée. Elle note dans son carnet, qui a fermé ses volets, qui s'est attardé à table. Mais la peur, poussée à l'extrême, commence à s'estomper. Il devient évident qu'il est impossible de surveiller chaque dîner et chaque bougie. Une fatigue semblable à un voile humide s'abat sur la ville. Les gens veulent moins de pureté que de silence. Ils ont besoin que leur quotidien surchargé comporte moins de comptes à rendre sur les corps. Mais la machine est déjà lancée et elle a besoin d'une nouvelle proie pour confirmer le sens de son propre travail. Le mythe, comme la meule d'un moulin, a besoin d'être alimenté. C'est à ce moment précis que le dossier préparé à la bibliothèque trouve de nouveaux lecteurs. Il est consulté par 2 scribes municipaux, habitués au formulaire, et un employé du musée de la cathédrale, où sont conservés d'anciens sceaux et des fragments de dalles de pierre. Pour eux, ce dossier est un mode d'emploi pour ouvrir le moteur qui a fait des ennemis des laïcs vivant dans le jeûne. De nouvelles annotations apparaissent dans les marges, calmes et précises. Là où un mot a renommé un acte, là où une formule a remplacé un témoignage, là où une ligne économique a rendu compréhensible l'élan moral de la rue. Elle est rassemblée dans un rouleau plus dense, avec un titre simple qui explique non pas qui ils sont, mais comment ils ont été fabriqués. Il ne reste qu'un pas à franchir pour atteindre la salle où se trouvent les vitrines. Mais cela demandera du temps et des autorisations. Pour l'instant, la liasse repose sur la table, comme un fardeau qu'on ne peut pas simplement jeter. Les citadins qui réclamaient le feu retournent à leurs échoppes et à leurs ateliers, et un étrange vide apparaît dans leur conversation. Il s'avère que le feu ne sait pas rétablir l'ordre ancien. Il ne fait que produire de la fumée et des confiscations. Sous lui, tout est resté pareil. Des toits fragiles, de l'humidité dans les coins, la toux hivernale, les dettes et le manque de pain. Le charpentier termine l'escalier pour le prochain
jour de l'ordre, et comprend qu'il n'a pas fabriqué un instrument de justice, mais simplement un escalier. La marchande de laine compte ses pièces et remarque que les rumeurs ne rapportent plus. Le garde baisse les bras, car il est inutile d'éteindre toutes les bougies après le coucher du soleil. Et dans ce décalage, dans cet épuisement de la peur, on entend un craquement étouffé. C'est le mécanisme qui s'affaiblit. Lui qui a dû faire trop de hérétiques pour justifier sa propre existence. Sur la dernière page du livre de comptes de cette saison figure un montant équilibré. Recettes provenant des confiscations, dépenses pour les pompiers, paiement des ceps, des charrettes, de la toile. En bas, une ligne soignée et un mot bref indiquant que l'ordre a été rétabli. Cela ressemble à un rapport sur un toit réparé après une tempête. Mais le toit laisse toujours passer la pluie et les murs sont toujours humides. La doctrine, transformée en épouvantail, consiste toujours en des jeûnes, de l'abstinence et le contrôle du corps. Et la ville, qui a appris à punir la chair pour sa débauche, n'a pas remarqué qu'elle punissait le refus de la chair. Cette incohérence restera une épine dans le pied, et elle sera transférée dans la vitrine plus tard, lorsque quelqu'un se décidera à montrer une liasse de feuilles avec deux langues, la peur et le règlement, côte à côte, sous une même vitre. À la fin de la saison, la ville avait appris à vivre avec une nouvelle odeur, un mélange de fumée, de bois humides et de vinaigre provenant des teintureries. Elle s'étirait dans les rues étroites, s'attardait dans les passages et près des bains, où les surveillants vérifiaient, conformément au règlement, que les files d'attente ne se mélangeaient pas et considéraient cela comme normal. Mais sous cette couche, d'autres couches bougeaient. Dans les bureaux, on recopiait des plaintes pour des infractions vestimentaires, pour du tissu superflu dans les manches, pour des festins inappropriés après le coucher du soleil, tandis que dans le chapitre, on s'attardait sur un travail silencieux. Comparer d'où venait chaque formule, sur quoi elle s'appuyait et comment elle renommait les actes. Sur les couvertures des dossiers internes apparaissaient des inscriptions austères sur les origines des pouvoirs du tribunal ecclésiastique sous le pape Grégoire IX, sur les résolutions du Concile de Toulouse et sur la manière dont la campagne lancée sous le pape Innocent III avait donné naissance à une nouvelle discipline du papier. Ces lignes renvoyaient à l'époque où, dans les terres méridionales du royaume des Francs, le pouvoir du Nord s'était consolidé, et avec lui était venue une langue dans laquelle le corps était devenu une échelle pratique pour mesurer la loyauté. Et dans cette langue, l'ascèse étrangère apparaissait automatiquement comme une provocation. Le tissu social, que l'on tentait de raccommoder par la peur, continuait de se déchirer aux mêmes endroits. Les petits artisans se plaignaient de l'humidité et du froid. Les médecins interprétaient les toux fréquentes comme une conséquence de l'eau froide et des sols en pierre. Les pharmaciens conseillaient des pommades chauffantes et des infusions amères. Dans les maisons où vivaient des veuves âgées,
on essayait de garder la marmite sur le feu le plus longtemps possible et de préparer des repas simples, car les graisses coûtaient trop cher. Sur les marchés, on discutait des prix du sel et du tissu, et dans les files d'attente chez le médecin, on se souvenait des hivers passés, lorsque la fièvre clouait les gens au lit pendant des semaines. Ce contexte, qui ne changeait pratiquement pas d'une saison à l'autre, contrastait avec la promesse d'une purification. Le feu laissait des cendres, mais ne guérissait pas l'humidité et ne réchauffait pas les eaux. C'est pourquoi la ville écoutait les gardes et les pompiers, mais regardait de plus en plus souvent vers la table où s'empilaient silencieusement les feuilles d'examen. Sur la table du conservateur du musée, chargé de préparer une nouvelle vitrine, se trouvait une carte des intersections. Dans une colonne figuraient les statuts des bains publics, les statuts des corporations de tailleurs, les ordonnances sur le luxe interdit, où la manche, l'encolure et la longueur de l'ourlet étaient mesurées comme si un centimètre de tissu était une unité de moralité. Dans une autre colonne, des traités sur le jeûne et l'abstinence, recopiés par des ecclésiastiques, des prescriptions austères interdisant de jurer, de verser le sang, de consommer de la viande et des œufs, de refuser le lit conjugal après avoir reçu la dernière bénédiction. Entre les deux, des protocoles avec des expressions répétitives sur les repas mixtes et les baisers de paix, transposés du langage théologique au langage des preuves. Dans les marges, des flèches précises reliaient le mémo pastoral au formulaire policier, la prescription de modestie à la ligne sur la tentation. C'est ainsi que se manifestait le mécanisme principal. La rhétorique sexualisée servait de tampon universel, comblant les écarts entre l'économie des confiscations et la discipline du quotidien. Le conservateur, habitué aux dalles de pierre gravées de formules latines, demandait l'autorisation aux chancelleries et aux chapitres, car sans sceau ni visa, il était impossible d'exposer des documents dangereux dans la salle. Les réponses arrivaient lentement, mais les résolutions elles-mêmes reflétaient de l'esprit du siècle. Elles répétaient que la présentation de traités controversés devait s'accompagner d'une interprétation correcte, d'une référence à l'autorité du tribunal de la foi et au souci du salut des âmes des citadins. Cette mise en garde administrative confirmait ce qui était déjà visible dans les procès-verbaux. Le sens n'était pas contrôlé par les faits, mais par le cadre dans lequel il était permis de lire les faits. Et pourtant, pas à pas, l'architecture de la future vitrine se mettait en place, où 2 rangées de feuilles seraient placées côte à côte afin que tout le monde puisse voir la divergence. En parallèle, la bibliothécaire principale, celle-là même qui, au début, se contentait de classer les extraits dans un dossier, effectuait un autre travail, moins spectaculaire, mais qui exigeait une grande précision. Elle sortait de l'étagère le registre des contrats de mariage conclus au cours des années
qui avaient suivi les campagnes militaires et dressait la liste des noms de ceux qui étaient considérés comme liés au pur. En face de chaque nom, elle apposait 2 mentions. S'il existait des traces d'un contrat de mariage et s'il y avait des preuves de la conservation des biens. Il en résultait un tableau qui devait glacer le sang de tout défenseur des familles détruites. La plupart des noms étaient accompagnés d'informations tout à fait pacifiques. Les époux étaient adultes, les obligations étaient consignées, la dot était confirmée, l'héritage était exécuté. La théologie du refus du lit après la dernière bénédiction existait, mais seuls quelques-uns la pratiquaient, et même ceux-ci vivaient, depuis de longues années, sous le même toit, en vertu d'un contrat reconnu par la ville. Dans ce tableau, la scène émotionnelle où la famille était prétendument détruite par la débauche s'effondrait. Dans le langage des documents, il n'y avait pas de destruction, mais une éthique étrangère qui perturbait la comptabilité habituelle sans pour autant l'annuler. C'était une autre fissure dans le monolithe auquel la place était habituée. Pendant que l'on établissait la carte et le tableau, les maillons de la surveillance continuaient leur travail. Les inquisiteurs dominicains, invités sous le pape Grégoire IX et ayant acquis des compétences en théologie et en administration, rédigeaient des procès-verbaux où une dizaine de formules constituaient l'accusation. Au milieu du siècle, leur service était devenu une partie intégrante de la machine urbaine. Ils arrivaient, posaient des questions, prenaient des notes et transmettaient au trésorier la liste des saisies possibles. Ces visites ressemblaient à une vérification des balances au marché. Tout le monde savait qu'il y aurait une mesure et qu'il était préférable de s'accorder à l'avance sur le résultat. Le pouvoir royal, soucieux de renforcer l'ordre après l'annexion des comtés du Sud, soutenait cette unité sur le papier. En langage politique, cela signifiait que l'unité de la foi et l'unité du marché reposaient sur un seul registre de discipline corporelle. Il s'avérait ainsi que les fouets, les ceps et les listes de vêtements étaient des détails d'un même mécanisme. La vérité médicale, quant à elle, restait terre à terre. Les médecins parlaient d'hydropésie, de douleurs thoraciques après l'hiver, d'articulations douloureuses aggravées par l'humidité. Les régimes qu'ils recommandaient ressemblaient beaucoup aux prescriptions des ascètes. Modération dans l'alimentation, infusion chaude, lit sec, exercice physique sans effort excessif. Il y avait là une autre coïncidence discrète qui détruisait l'image simpliste de la simulation. Une partie de la discipline corporelle décrite dans les traités sur l'abstinence coïncidait avec ce qui était recommandé pour la santé. Mais la machine urbaine ne faisait pas de distinction entre la pratique de la sollicitude et la pratique de la foi. Si elle n'était pas confirmée par le sceau correct. Toute discipline hors des registres semblait hostile. Lors d'un conseil des corporations, des sujets ont été soulevés qui trahissaient une certaine lassitude face aux mythes. Les tailleurs se plaignaient que les contrôles constants de la profondeur des décolletés et de la largeur des manches
avait tué la joie du métier et rendu les clients méfiants. Les rangées de lin ont noté que la coupe modeste avait cessé de générer des profits inattendus. La demande s'était stabilisée et la rigueur excessive avait donné naissance à un marché noir où l'on cousait en secret. De nouvelles cloisons avaient été installées dans les bains publics, mais les gens s'y rendaient moins souvent. Les surveillants ont constaté une baisse des recettes. Tout cela conduisait à une conclusion tacite. La peur ne se convertit pas facilement en revenu stable si elle est prolongée indéfiniment. Et ce fut la première motivation pratique de l'initiative du musée. Montrer le mécanisme, afin que, une fois compris, le besoin de le gonfler constamment diminue lorsque suffisamment d'autorisations ont enfin été obtenues. Un espace a été réservé pour un nouveau stand dans la salle où étaient habituellement exposés les sceaux, les fragments d'inscriptions sur pierre et les livres de formules judiciaires. Le cadre a été fabriqué en bois simple, comme une estrade pour les condamnés, mais propre et clair, sans odeur de fumée. Sur le panneau supérieur, on a inscrit des mots apaisants sur les mythes du contrôle et les documents du quotidien, afin de ne pas transformer la vitrine en sujet de controverse, mais de donner un point de vue. En dessous, on a placé 2 rangées de feuilles. À gauche, les ordonnances municipales, les statuts des bains publics, les statuts des guildes, où le corps est régi par des normes. À droite, les traductions des traités parfaits sur le jeûne et l'abstinence, les pages avec les prescriptions de ne pas jurer et de ne pas verser de sang, les descriptions de l'imposition des mains comme consolation. Entre les rangées se trouvent des fiches avec des comparaisons sèches, où le baiser de la paix est devenu un motif de tentation, où le jeûne est appelé théâtre, où le simple repas est rebaptisé réunion dangereuse. Les inventaires du trésor et le tableau des contrats de mariage ont été placés dans un bloc séparé, comme un pont entre la doctrine et le marché. Tout en bas, on a placé les devis pour les cales, les toiles, les charrettes, la rémunération des pompiers, afin qu'il ne reste aucun doute sur ce à quoi sert la rhétorique. Avant l'ouverture du stand, ceux qui y étaient tenus par les statuts sont venus, les ecclésiastiques, les greffiers municipaux, les représentants des corporations. Personne ne s'attendait à des révélations, mais il aurait été étrange de les ignorer. Ils ont lu les fiches sans se presser, et certains ont laissé leur regard s'attarder sur le tableau des mariages, où, à côté des noms dangereux, figuraient les montants habituels de la dot et les noms des garants. À ce moment-là, il est devenu évident que l'histoire effrayante sur les familles détruites ne servait pas à décrire un fait, mais à justifier le mécanisme des confiscations et de la discipline. Près du stand était accrochée une autre feuille, modeste à première vue. Un extrait de la bulle sur les pouvoirs des inquisiteurs, qui prescrivait d'agir avec le consentement de l'évêque et avec la participation des autorités locales. À côté,
se trouvait un document du conseil municipal qui, à l'époque, avait élargi l'interprétation des contrôles nocturnes. Cette paire montrait à quel point il était facile de substituer le pouvoir au sens. Un simple mot sur les rencontres nocturnes transformait toute maison éclairée par une lampe à huile en objet de répression. Le stand ne promettait pas de réconciliation. Il montrait une chose froide, mais importante. L'abstinence était considérée comme de la débauche, non pas parce que quelqu'un avait vu une intimité interdite, mais parce qu'il était pratique pour la ville de traduire l'ascèse d'autrui en langage de surveillance et de morale utilitaire. Cette conclusion n'était pas une leçon de morale, mais un diagramme technique, et fonctionnait donc mieux que n'importe quel sermon. Ceux qui étaient venus voir le répertoire habituel d'histoires effrayantes repartaient avec un nouveau sentiment de gravité. Il est intéressant de lire sur la tentation, tant qu'on ne voit pas à côté le budget alloué aux cordes et aux ceps. Après cela, toute demande de faire encore une journée exemplaire d'ordre ressemblait à une demande de subvention pour le commerce de la peur. Les citadins, qui auparavant réclamaient du feu, ont commencé à parler plus souvent d'eau, de pain, de réparation de toits. Les gardes arrêtaient moins souvent les gens à cause de la lumière dans les fenêtres. Et les surveillants des bains publics ont remarqué que les cloisons installées conformément au règlement étaient vides. Les tailleurs se sont remis avec soulagement à coudre des vêtements élégants, dans les limites de la décence quotidienne, bien sûr, et murmuraient que le tissu ressemblait à nouveau à un métier et non à un certificat. Il est inutile d'idéaliser ce revirement. Il n'a pas aboli le pouvoir sur le corps et n'a pas effacé les mesures invisibles. Mais le mécanisme qui exigeait une alerte constante a soudainement trouvé un concurrent sous la forme d'un stand en bois avec des documents et des fiches. C'était le cas où la vitrine faisait plus que la place. À la fin de la saison, le stand du musée a reçu un nom simple et précis, sans exclamation ni sensationnalisme. Il ne parlait pas de ceux que l'on craignait, mais de la manière dont on les créait sur le papier et dans les discours. À côté, on a accroché une carte de la ville, où étaient indiquées les maisons dans lesquelles on ne trouvait que du pain, de l'eau, des herbes et de la vaisselle simple. Et à côté, les endroits où étaient conservés les devis pour les cales, les toiles et les charrettes. Cette géographie montrait clairement que le chemin de la cuisine à la place passait par le bureau, par les statues, par la mesure de la guilde, par la colonne du trésorier. Les gens s'attardaient devant la vitre, scrutaient les lignes régulières, et chez certains, on voyait à leurs épaules comment une main invisible les lâchait. Ils partaient sans emphase, simplement plus silencieusement. Et c'était la seule conclusion honnête. Au lieu d'une purification par le feu, une purification par le regard, dans laquelle le mythe et le document se côtoyaient enfin, comme les deux moitiés d'une même histoire urbaine. Lorsque la vitrine a été ouverte au public, ce ne sont pas seulement des fonctionnaires et des serviteurs qui sont venus, mais aussi des citadins adultes issus des rangs des artisans, ceux-là même dont le quotidien était toujours visible. Ils n'étaient pas attirés par les traités, mais par les devis.
les gens regardaient les tableaux des confiscations plus longtemps que les lignes théologiques. Dans les yeux de beaucoup, on pouvait lire un calcul familier. Combien de toiles avaient été utilisées pour les tuniques des pénitents? Combien avaient été payées aux pompiers? Combien coûtaient les cales? Combien pouvait-on gagner en vendant les coffres d'autrui? La feuille avec les contrats de mariage, où en face des noms dangereux figuraient les montants précis de la dot et les noms des garants, sortait de l'ordinaire. La scène de la destruction des familles se dissolvait dans les registres, laissant place à l'abstinence comme règle personnelle et au marché comme mécanisme général. Cela ne donnait pas lieu à des conclusions retentissantes, mais cela désapprenait à croire aux histoires simples qui, jusqu'alors, sentaient encore la fumée et la résine. L'effet vitrine ne fut pas instantané, mais persistant. Les gardes continuaient à faire leur ronde et s'arrêtaient devant les maisons où la lumière restait allumée tard, mais les notes dans leurs carnets devenaient plus prudentes et la liste des tentations s'amenuisait. Dans les bains publics, on continuait à vérifier les cloisons, mais les surveillants retenaient moins souvent les gens quelques minutes de plus, car les recettes baissaient déjà, et le mécontentement grandissait plus vite que les livres de comptes n'arrivaient. Les tailleurs se permettaient à nouveau de travailler un peu plus librement avec leur aiguille, comme si le tissu retrouvait sa capacité à réjouir les yeux, et non plus seulement à certifier la bienséance. Les magasins ont cessé d'accepter volontiers les articles portant le cachet de confiscation. Trop nombreux étaient ceux qui avaient compris que le rouble gagné grâce à la vente de la peur apportait un long froid dans la maison. C'est ainsi que l'administration de la souffrance s'est heurtée pour la première fois à une limite, la fatigue du marché. Le chapitre, remarquant le changement, ne s'est pas empressé de le consigner. Le papier aime se défendre. Les notes internes répétaient les anciennes précautions concernant la bonne interprétation, mais le mot « contexte » y apparaissait de plus en plus souvent. Cela signifiait qu'il ne fallait pas extraire le baiser de la paix des textes théologiques et le brandir comme une preuve, qu'il ne fallait pas écrire un poste théâtral, sans comparer les dates de la famine et des maladies avec la parabole sur le renoncement aux aliments gras. La lettre apprenait à marquer une pause, pendant laquelle un fait avait le temps de se connecter aux faits voisins. Et dans cette pause s'éteignait l'étincelle qui, peu de temps auparavant, allumait facilement des feux. La vitrine était très fréquentée les jours de foire. Les adultes de passage s'attardaient devant les cartes, lisaient comment la formule « repas mixte » était passée des sermons au registre de police et repartaient avec une expression de détermination ennuyeuse sur le visage. L'ennui était ici un signe de guérison. Lorsque la passion de l'accusation cède la place à une lecture lente, le corps est en sécurité. Plusieurs marchands des villes voisines ont demandé des listes de fiches pour les montrer dans leur paroisse, non par piété, mais pour se prémunir contre de nouvelles vagues de purges qui peuvent dévorer les boutiques plus vite que n'importe quel incendie.
une subtile vague de solidarité horizontale s'est propagée dans la chaîne de lettres. Au lieu d'attendre les messagers de la ville, les gens ont commencé à échanger des copies de documents où le mythe était comparé à la charte. La saison a changé, et la ville sentait à nouveau le bois humide et le vinaigre. Mais maintenant, cette odeur ne cachait plus un plan de punition tout près. En face de la vitrine, un autre stand a été installé avec une carte indiquant les lieux des perquisitions précédentes et une liste des objets qui y avaient été trouvés. Du pain, de l'eau, oignons, herbes séchées, vaisselle grossière, chemise en toile simple. À côté était accrochée une courte bande de comptes du Trésor public pour les mêmes quartiers, CEPS, toile, charrette, rémunération des pompiers. 2 colonnes, placées à côté, permettaient un calcul très simple. La cuisine pauvre se transformait facilement en comptabilité publique. Ce niveau de franchise déplaisait à ceux qui bâtissaient leur carrière sur la rhétorique de la tentation. Mais il était trop évident pour ceux qui nourrissaient réellement leur famille et payaient les cotisations syndicales. Plus tard, on a pu voir comment la géographie du pouvoir changeait. La capitale n'envoyait plus de rappels zélés sur la purification rapide des mœurs, se limitant à des formules générales sur le maintien de l'ordre. Lors des réunions locales, au lieu des rapports sur les rondes nocturnes, on discutait plus souvent des toits, des égouts, des bains publics et de l'approvisionnement en combustible pour l'hiver. Les médecins ont recommencé à dire que l'eau et la chaleur guérissaient mieux que la force. Et cette harmonie avec une partie des prescriptions ascétiques, modération, propreté, simplicité, a cessé d'être considérée comme un signe de hypocrisie. Elle est devenue partie intégrante des conseils généraux, sans besoin d'être imprimée par le tribunal. Ainsi, la fièvre dogmatique cédait la place à la gestion pratique, où le corps était autorisé à être un corps, fatigué, affamé, enrhumé, ayant besoin de protection, et non une surface propre pour un tampon. Bien sûr, le mécanisme ne disparaît jamais complètement. Dans les livres de comptes, il restait des lignes qui pouvaient être réactivées si quelqu'un décidait à nouveau de transformer l'inquiétude du voisin en plan de revenu. Les protocoles conservaient toujours des formules sur la tentation, prêtes à être copiées. Mais la vitrine est devenue un obstacle, une marche glissante sur laquelle l'élan dérape. Il est difficile de la contourner, car elle ne conteste pas, mais montre à côté. La rangée de feuilles de gauche continuait à rappeler que le pouvoir sur le corps est utile pour la discipline. Celle de droite, que l'ascèse n'est pas la débauche, mais le refus. Et que ce refus est dangereux avant tout pour ceux qui construisent un système sur le mariage, comme sur un contrat comptable. Les cartes entre les rangées conservaient un ton calme. Il était plus froid que le feu, mais plus fort que lui, car il restait lorsque les cendres s'éteignaient. Le sort des adultes qui avaient traversé les tuniques des pénitents et les CEPS
étaient à part. Certains sont retournés à leur métier, car les ateliers avaient besoin de mains. Leur maladresse, due aux anciennes écorchures et fissures de la peau, est devenue une partie intégrante de la vie quotidienne de la ville, aussi invisible que les cicatrices sur les portes laissées par les sièges antérieurs. Plusieurs noms ont disparu et d'autres personnes ont emménagé dans leur maison. Des parents, des acheteurs qui avaient acquis ces biens lors d'une vente. Ces déménagements silencieux confirmaient une chose simple. Le feu ne purifie pas, il redistribue. Et cela aussi est devenu partie intégrante de la vitrine. Non pas sous forme d'inscription, mais comme une ombre qui tombait de la carte des confiscations sur la carte des cuisines. Il y avait une autre ligne qui n'était pas destinée à la place ni aux vitrines. La ligne des décisions internes. La bibliothécaire principale, avec laquelle tout avait commencé, avait relié une série d'extraits en un seul volume et laissé sur la page de titre une dédicace anonyme à ceux dont les noms étaient souillés par la rhétorique papier. Les scribes qui examinaient ces tableaux ont commencé à reporter moins souvent les anciennes formules sur les nouveaux protocoles. Le conservateur, qui avait commandé la structure en bois du stand, a insisté pour que toutes les fiches soient rédigées dans un langage simple, sans mots sensationnels. Il s'agissait de gestes modestes, mais humains, des choix en faveur de la clarté, qui ne nécessitaient pas d'applaudissements et ne promettaient pas de miracle. Ils ont déplacé la lourde machine d'1 millimètre, et cela s'est avéré suffisant pour que les blocs soient utilisés moins souvent qu'auparavant. À la fin de l'année, les rondes tardives se sont faites plus rares dans la ville. Les rapports des gardes contenaient moins de mentions de repas mixtes, et les registres des bains publics comptaient moins de remarques sur les minutes supplémentaires. Certains y voyaient un signe d'affaiblissement de la morale, d'autres un signe que la morale ne se mesurait plus à la largeur des manches et à la durée du dîner. Sur la place, on parlait plus souvent du prix du bois et du sel. Dans les boutiques, on discutait à nouveau de la qualité des tissus plutôt que des convenances. Les gens se pressaient moins devant la vitrine des documents, car leur soif initiale d'explication était étanchée. Désormais, seuls s'y arrêtaient ceux qui amenaient des invités et voulaient leur montrer comment des accusations absurdes étaient construites à partir de mots courants et comment ces mots étaient rattachés au budget. La ville s'habituait peu à peu à l'idée que la terreur était un métier et qu'un métier pouvait s'apprendre si l'on gardait à l'esprit le schéma de la machine. Et pourtant, l'essentiel restait le même et simple. La doctrine, qui avait autrefois été transformée en vice exemplaire, ne concernait pas l'ivresse de la chair, mais son abandon. Et le mythe, que l'on avait appris à voir à chaque carrefour, fonctionnait non pas parce qu'il reflétait la réalité, mais parce qu'il servait la discipline et le revenu. Lorsque cette distinction est devenue monnaie courante, les cris en faveur de la pureté, autrefois accompagnés de fumée et de fer, se sont affaiblis dans la ville. À leur place s'est installé un silence dans lequel on n'entendait que le cliquetis des pages sous le verre
et le frottement des chaussures sur la pierre. Ce silence suffisait pour que les passants ne cherchent pas du regard les coupables à travers la largeur des manches, mais s'attardent sur un simple fait. Ici, on faisait de l'abstinence une hérésie, puis on en faisait un ordre, et cela ne pouvait être arrêté ni par le feu, ni par la décision de regarder et de comparer. C'est ainsi que se termine cette histoire, non pas par la réconciliation, mais par la clarté. D'un côté, il reste le souvenir du froid, des gerçures sur les lèvres, des cales et des escaliers, de la fumée résineuse qui a marqué le début de la file d'attente pour le spectacle. De l'autre, une vitrine tranquille, où le mythe et le document se côtoient, sans exclamation, mais avec des lettres de taille égale. Entre eux passe un fil ténu, tissé à partir des choix humains. Ne pas rechercher des punitions rapides. Ne pas qualifier le refus du lit de débauche, ne pas traduire la peur en estimation. Ce fil est fragile, mais il tient mieux que n'importe quelle corde, car il est constitué de l'habitude de regarder le papier plus longtemps que le feu. Et si, quelque part, ça sent à nouveau la laine mouillée et l'eau cendrée, cette odeur ne rappellera pas le feu à venir. Mais l'importance de sortir à temps du placard le dossier où se trouvent les deux vérités et de les lire attentivement toutes les deux.